Bonsoir, nous sommes toujours au Réunic à Martigues et nous allons lancer notre troisième Open Plateau, donc cette fois sur les mutations sociales et le numérique. Alors, puisque c'est notre dernière discussion, nous allons prendre un peu de distance et revenir à l'objectif initial de ces rencontres, qui était donc de questionner l'impact du numérique sur le monde du travail. On va se poser cette question des mutations sociales, donc du point de vue du monde du travail, et se demander quels sont les bouleversements que provoque l'arrivée du numérique dans certains secteurs et comment les acteurs de la médiation numérique peuvent aider les professionnels concernés à s'y adapter. Alors pour parler de ces questions, on a donc avec nous Emmanuel Mailloux, médiateur numérique au sein de l'association Urban Prod à Marseille. Stéphane Delahaye, élu au numérique à la ville de Martigues, mais aussi animateur du pôle formation à Urban Prod. Et puis Michael Lemantec, sociologue du travail à l'université Rennes 2, et qui étudie justement les questions dont on va parler ce soir. Alors l'idée, c'est de partir de cas très concrets, on va commencer en parlant d'un métier que tout le monde connaît, qui est aussi vieux que l'automobile, le garagiste. Donc le garagiste, ou un mécanicien, en quoi il doit lui aussi se préoccuper de la révolution numérique. Stéphane, peut-être tu... Ah, le garagiste, effectivement. C'est un métier, grosso modo, qui date du début du XXe siècle. Donc, voilà, il a une grosse centaine d'années. Il est basé sur une autre révolution industrielle. Et là, je sais pas, on a tous utilisé une voiture avec un petit ordinateur de bord. Même les voitures les moins chères ont un ordinateur de bord, et de plus en plus sophistiqué. Et tellement sophistiqué que maintenant des opérateurs du numérique, comme Google par exemple, mais ce n'est pas les seuls, investissent pour avoir des voitures sans chauffeur. Donc du coup, qui vont être entièrement pilotées. Donc ce sont des ordinateurs sur roues, pour faire simple. Donc qui va réparer ça? Est-ce que ça va être le dépanneur informatique du quartier qui va dépanner votre bagnole? Ou est-ce que c'est le garagiste qui va devoir s'adapter et du coup développer des nouvelles compétences, un nouveau savoir-faire autour du numérique? Et très clairement, les garagistes qui ne vont pas se former et qui ne vont pas accompagner et comprendre cette révolution numérique vont passer à côté, voire même à côté de la révolution certes, mais surtout à côté de leur métier. Donc soit ils seront spécialisés peut-être dans les anciens véhicules, et pourquoi pas, ce sera une niche, soit ils essaieront de faire les voitures les plus courantes, et il faudra de toute façon qu'ils s'adaptent et qu'ils se forment au métier du numérique. Sinon, ils seront donc obligés de changer de métier, plus ou moins. S'ils ne sont pas En tout spécialisés cas, le métier sur va les changer vieux... à leur corps défendant. D'accord. Alors, il y a aussi, évidemment, dans le secteur des services de l'État, que la révolution numérique est ressentie de manière très prégnante, avec notamment la dématérialisation des démarches administratives, qui pose problème évidemment à pas mal d'usagers qui ne sont pas encore, qui n'ont pas forcément un mail, qui ne se servent pas au quotidien d'un ordinateur, même si par ailleurs ils utilisent souvent un smartphone. Mais ça pose aussi problème, bien sûr, aux employés des administrations. Et c'est le cas notamment à Pôle emploi, où le passage au numérique est encore loin d'être naturel. Alors peut-être que vous avez quelque chose à dire là-dessus. Michael Lemantec, pardon. Oui, bah, effectivement, j'avais travaillé un petit peu ces questions-là, notamment lorsque la NPE avait fusionné avec les ACDIC en 2009. Et il y avait le portail Pôle emploi aussi qui avait été mis en place et qui avait posé un certain nombre de problèmes. Et c'est vrai qu'il y a une forte injonction aujourd'hui à intégrer du numérique partout. On voit que les offres Pôle emploi qui étaient autrefois affichées dans les agences ont disparu et qu'on doit de plus en plus maintenant rechercher du travail. En tout cas, on laisse plus forcément le choix aux demandeurs d'emploi, rechercher du travail sur Internet. Et effectivement, ça demande de l'accompagnement et puis de la formation, notamment aux personnes qui sont les plus isolées socialement. Et les recherches montrent quand même que plus on est isolé et plus on se sent isolé socialement, moins on va accéder, moins on va développer d'usage, quoi. Et bon. Oui. Et du coup, certains demandeurs d'emploi se tournent plutôt vers des acteurs de la médiation numérique que vers leur centre Pôle emploi le plus proche pour chercher du travail. Exactement. En tout cas, c'est ce qu'avait montré, en tout cas, une des recherches sur lesquelles j'avais travaillé, c'est qu'effectivement, les espaces publics numériques, à l'origine, ont été créés pour lutter contre ce qu'on appelait la fracture numérique avant,
Et puis que, évidemment, au fur et à mesure que les services se sont dématérialisés, leur mission a un petit peu évolué. Et ils doivent aujourd'hui accompagner des publics, alors que ce n'est pas forcément le public de demandeurs d'emploi, alors que ce n'est pas forcément leur mission initiale, leur domaine de compétences, quoi. Mais finalement, ils peuvent obtenir des résultats de meilleurs résultats que les employés de Pôle emploi dans certains cas. En tout cas, simplement parce qu'ils ont la maîtrise de l'outil Internet. Ouais, en tout cas, oui, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont aller rechercher les ressources où ils peuvent bénéficier, dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'un accompagnement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Pôle emploi fait du traitement de dossiers quantitatifs et n'assure plus nécessairement sa mission d'accompagnement des demandeurs d'emploi. D'accompagnement individuel, oui. D'accord. Alors, Emmanuel, est-ce que donc, en tant que médiateur numérique, comment est-ce que ces changements peuvent être accompagnés et comment est-ce que vous pouvez aider les personnels qui sont confrontés à ce changement brutal, pour lequel ils ne sont pas forcément formés au départ? Je vais peut-être commencer par étendre ce propos sur le travail et intégrer, y compris des activités non rémunérées, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire comme activité, que ce soit apprendre la guitare, faire de la gym ou qu'importe, et constater qu'en tant que médiateur numérique, on a vu de plus en plus de gens arriver, le numérique traversant toutes les couches de la société, toutes les activités, qui, à travers ce travail-là, au sens très très large, se retrouvaient confrontés à des questions numériques. Je reprends ce que disait Michael sur Pôle emploi. Comme beaucoup de médiateurs numériques, j'ai vu des gens arriver et ne pas seulement me demander de faire un CV sur un traitement de texte, en gros, ils me demandaient de leur trouver un boulot. Donc on se retrouvait avec ce statut-là. Mais toute la médiation culturelle, qu'on va dire très très largement, l'accès à la culture même simplement, qui passe de plus en plus par le numérique, on se retrouve sur ces questions-là aussi. On se retrouve à faire du travail social ou de l'accompagnement à l'insertion. On se retrouve parfois à jouer les psychologues de groupe aussi, mais sur des questions de numérique et des traumatismes parfois qu'il peut y avoir autour. Je pense aussi à l'accompagnement avec les parents autour des activités que font leurs enfants. Alors le jeu vidéo en est une, mais il y en a plein d'autres à traiter. Et donc, tout ce qui peut relever finalement d'une activité humaine répétée et d'une notion de travail, mais qui n'est pas ici à voir comme quelque chose de rémunéré, quelque chose comme une souffrance d'ailleurs, hein, ça peut être très joyeux aussi, pose la question du numérique et de notre intervention à un moment ou à un autre, même si on n'est pas les seuls acteurs là-dessus. Et alors, par exemple, quelqu'un qui prend des cours de guitare, en quoi est-ce qu'il est confronté à la question du numérique? Alors, dans les exemples que j'avais en tête, c'est je dirais pré-ado, je crois, dans mon souvenir, qui voulait se mettre à la guitare et qui est allé suivre des cours sur YouTube. Résultat, il y avait une question, c'était l'accompagnement autour de ça, nécessaire ou pas d'ailleurs, mais on voyait quelqu'un qui interagissait directement avec des cours mis en ligne par quelqu'un qu'il ne connaissait pas, donc une médiation technique finalement. Mais où étaient les adultes là-dedans? Où étaient les référents adultes? Alors je ne dis pas que ça pose un problème, mais par contre ça pose quelque chose qui déstabilise, pour les adultes surtout. C'est-à-dire, où est notre place? Plus généralement, alors ça c'est un constat qu'on a pu faire un peu partout, c'est la place des éducateurs, d'un point de vue très très large. C'est à quoi on sert? Évidemment, il y a tout sur Internet. L'adulte se trouve un peu dépourvu de sa fonction de transmetteur, oui, face à un jeune. Ça, et on peut l'étendre même assez largement, c'est-à-dire il y a à la fois le fait que, j'aime bien dire ça comme ça, mais on n'a pas de posture éducative de référence de nos propres parents sur le numérique, au sens large, puisque ça n'existait pas ou c'était en train de démarrer. Du coup, quand on se lance dans un acte éducatif, c'est vraiment un saut dans le vide. On n'a pas de référence en tête, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc c'est une difficulté. Et on peut même aller plus loin quand, dans le milieu professionnel, le numérique questionne la hiérarchie, voire la remet en question, par sa capacité à se propager, à sortir des murs, etc. Du coup, là aussi, se jouent des gros questionnements sur le rôle de chacun et un sentiment de perte de pouvoir aussi derrière. Du coup, voilà une des choses, je pense, assez transversales, vous me direz ce que vous en pensez, mais qu'on va retrouver avec le déploiement des usages numériques, c'est une remise en cause de certains pouvoirs, ou sentiments de pouvoir d'ailleurs, à travers des rôles qui sont questionnés et qui doivent être redéfinis. Je ne sais pas ce que vous en pensez aussi. Effectivement, sur cette question de la perte de valeur, donc des acteurs face à l'arrivée du numérique, il y a aussi une sorte de traumatisme en fait pour certaines personnes qui ne sont pas formées au numérique. Stéphane, tout à l'heure, tu parlais du cas, par exemple, des assistantes sociales qui sont confrontées à des usagers qui jusque-là étaient dans une position forcément inférieure par rapport à elles. Enfin, on a ce rapport hiérarchique, même si c'est
et qui, en maîtrisant davantage les outils numériques, finalement acquiert un autre statut face à... Oui, bon, on est dans la symbolique, hein, on n'était pas sur une hiérarchie, donc une hiérarchie sociale. Effectivement, on est plutôt, lorsqu'on est assistante sociale, on a plutôt une position de sachant, comme dirait Emmanuel, sachant par rapport au public que l'on accompagne, avec une logique presque maternaliste, qui remonte à l'époque des bonnes œuvres, voilà, du catholicisme, etc. Et du coup, on se retrouvait en discutant parfois avec des assistantes sociales qui nous disent maintenant je suis embêté parce que voilà, j'ai un sur-domicile fixe qui est venu avec un smartphone connecté à Internet. Et il me dit vos papiers, arrêtez de me donner des papiers, de toute façon je les paume, ou alors je me les fais piquer, ou alors ils sont abîmés dans le transport, en fonction de là où je suis. Scannez-les et envoyez-les moi sur mon coffre-fort numérique. Avec une assistante sociale qui était limite à avoir un ordinateur avec une boîte mail. Et qui dit, ben voilà, ça inverse complètement. Déjà, je ne sais pas lui répondre techniquement, et en plus, ça inverse complètement ma position. Dire, il en sait plus que moi, il en maîtrise plus que moi. Et il me demande des choses que je suis incapable de faire. Et donc, oui, effectivement, on pourrait travailler comme un organisme de formation traditionnel avec cette personne, lui dire, voilà comment on scanne, voilà comment on utilise un mail, voilà comment on utilise un coffre-fort numérique. Non, ce qui est plus intéressant à travailler avec cette personne-là, c'est de lui faire appréhender le monde numérique tel qu'il est en train de se mettre en place, tel qu'il est déjà en place, et aborder plutôt les notions de culture numérique. C'est comment le monde change et comment tu te positionnes toi. Après, le savoir-faire, c'est des choses qui se développent. Il y a des gens qui font ça très très bien, des organismes de formation qui font ça très très bien. Nous, sur la médiation numérique, on va plutôt avoir une posture de les accompagner sur l'apprentissage des cultures numériques. Et du coup, savoir se positionner face à des publics qui n'ont pas forcément la même connaissance de ces... Oui, ça sera une des conséquences, hein, on va dire un effet collatéral. Déjà qu'il y a une espèce d'appétit, de curiosité par rapport à ce qui est en train de se passer. On a eu, il y a une grosse dizaine d'années, on a eu à peu près la même chose avec le développement durable. C'est-à-dire, on en parlait, on avait des personnes qui développaient de fait une espèce d'expertise par rapport à ça, et les sachants passaient un petit peu à côté de ça. Et donc, il a fallu rattraper. Ouais. Donc là, sur le numérique, ça nous arrive, mais ça nous arrive, je pense, de façon encore plus violente que le développement durable il y a 10 ans. Oui, parce que c'est beaucoup plus universel finalement, ça touche vraiment tout le monde. Oui, petit exemple complémentaire, parce que ça c'est du vécu, à mon avis, assez récurrent dans le monde de l'éducation au numérique au sens très très large. C'est dans l'accompagnement d'une structure, alors là, tout type de structure, hein, que ce soit entreprise, association, collectivité. Souvent, le cheval de Troie qu'on introduit, c'est la question du calendrier partagé. Parce qu'il est facile, celui-là. Les gens voient tout de suite le côté pratique. Ah bah oui, ce serait plus pratique de voir un peu où sont les autres, etc. Et donc, on va l'utiliser, pourquoi pas. Et c'est une façon de s'y mettre. Sauf qu'en fait, ça, c'est qu'une partie de ce que ça va générer. L'autre chose que ça génère, c'est que d'un coup, tout le monde voit ce que fait tout le monde. Et qu'en fait, ça questionne toute l'organisation du travail dans la structure. C'est-à-dire que d'un seul coup, on réalise vraiment ce que font les autres, ce qui n'est pas un problème, mais avec des découvertes parfois. On réalise certaines activités que faisaient d'autres qu'on n'imaginait pas dans leur poste de travail. On va avoir une visibilité qui est aplatie, c'est-à-dire qu'on va voir toutes les hiérarchies dans le calendrier, dont un rapport aux activités qui ne va plus être senti de la même manière non plus. L'obligation est à tous les étages, a priori, hein, sauf cas particulier, mais enfin, tout le monde doit mettre son calendrier à disposition. Et donc, à nouveau, ça questionne l'organisation du travail, les hiérarchies, parfois les enjeux de pouvoir, à travers un simple calendrier partagé, qui n'est vraiment pas le truc extraordinaire, extrêmement pointu en numérique, c'est juste banal maintenant. Du coup, ces points d'entrée montrent aussi tout ce que ça soulève derrière à travers, et bien au-delà de la compétence manipulatoire, comment je fais pour mettre mon calendrier en partage. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez constaté dans votre travail de terrain, des rapports dans les entreprises, enfin je ne sais pas si vous avez travaillé au sein des entreprises, mais qui deviennent plus horizontaux, en fait, et du coup une inversion de la hiérarchie, ou en tout cas une modification des rapports hiérarchiques? Alors, j'ai pas eu l'occasion de mener des recherches là-dessus. Ce que je constate quand même, c'est qu'effectivement, il y a de grandes attentes ou de grandes représentations ou basées sur des imaginaires comme quoi le numérique va permettre de travailler de façon beaucoup plus horizontale. Alors, on voit qu'il y a certaines entreprises quand même qui
qui essaient de fonctionner un petit peu sur ce modèle-là, notamment les méthodes agiles dans certaines entreprises qui essaient justement de... oui, C'est quoi les méthodes agiles l'idée, c'est justement de ne plus être dans un système descendant avec des décisions en fait, qui se prennent tout en haut de la pyramide et puis après qu'il y ait des exécutants, mais plutôt de travailler sur en îlot, quoi, et puis d'essayer comment dirais-je, de partager le pouvoir, quoi. Et toutes ces questions d'empowerment, on voit qu'il y a partager les décisions. Partager les décisions, mais on est quand même, en tout cas, je trouve en France, dans un modèle très descendant encore. Et c'est ce que je me rappelle plus de son nom, la personne qui intervenait ce matin, qui disait, voilà, on veut essayer d'intégrer du numérique dans des structures qui sont héritées un petit peu de modèles qui sont très descendants. Et ce qui vient un petit peu perturber finalement l'organisation. Oui. Mais le numérique est juste un révélateur de la manière dont fonctionne une organisation, une entreprise. Oui, c'est ça, effectivement. L'intervenant disait le cadre des entreprises aujourd'hui, des grandes entreprises, n'est pas adapté, enfin, n'arrive pas à accueillir. J'ai ce sentiment-là, en tout cas, ouais. Oui, je compléterai avec un tout petit élément, parce que je ne veux pas laisser de fausses impressions non plus. Quand je dis que ça secoue, ça remet en question, ça ne veut pas dire que ça a lieu. C'est-à-dire que souvent, c'est la perception des acteurs au sein d'une structure qui sentent remis en cause leur statut, leur rôle, leur poste. Ça ne veut pas dire que finalement, on va vers un modèle horizontal. Ça ne marche pas à tous les coups, loin de là. Et parce qu'il y a, je pense que ça rejoint ce que tu fais comme analyse aussi, c'est le questionnement de la structure elle-même, c'est-à-dire la place qu'on peut mettre à re-questionner l'organisation en interne, qui va bien au-delà de la question du numérique. Et là, le numérique a parfois des effets contre-productifs. C'est-à-dire qu'il va introduire cette question-là alors que ce n'était pas anticipé. Il va secouer, il va y avoir des blocages, des braquages de position, si je puis dire, enfin des blocages. Et du coup, ça va encore rendre plus difficile ce questionnement-là. D'où l'importance, encore une fois, d'un accompagnement au minimum, enfin de l'éducation au numérique, c'est notre propos, mais on fait aussi de l'accompagnement avec des structures. Et c'est très important de prendre le temps du pourquoi. Alors ça, c'est un truc assez récurrent dans nos discussions, c'est le temps du pourquoi, avant d'aller au comment. Est-ce que vous faites ça justement dans des entreprises privées? Est-ce que c'est des missions pour lesquelles on vous convoque maintenant? Alors je peux répondre, mais je vais faire tourner la parole si tu veux, Stéphane. C'est-à-dire des missions de médiation dans des entreprises privées par rapport à l'introduction du numérique? Alors, d'abord, on ne va pas appeler ça médiation, parce que médiation, pour l'instant, ça reste que du secteur ou public, ou associatif, ou social, etc. Donc, dans une entreprise, on va plutôt appeler ça du coaching, de l'accompagnement au changement. Parce que médiation dans une entreprise, c'est quand il y a un conflit, effectivement. C'est ça. Donc, il y a aussi des représentations, effectivement, sectorielles. Donc, on va plutôt, coaching, changement numérique dans la structure, et innovant, bien entendu. Donc, voilà, on va sortir un peu tous les jolis mots. Et oui, pour connaître un consultant qui travaille un petit peu dans ce champ-là, il a du travail sans aucune difficulté là-dessus. Parce qu'il faut bien le dire, beaucoup d'entreprises sont perdues, clairement, par rapport à ces questions-là. Ça les perturbe tellement qu'ils savent... C'est à la fois une remise en cause de leur mode de fonctionnement, mais c'est aussi un révélateur, c'est-à-dire ça se voit, et notamment auprès de leurs fournisseurs. C'est comme, il y a un sketch qui traîne de Jean-Yves Lafesse là-dessus, où il se fait passer pour un préfet, un vieux préfet qui appelle une petite mairie, qui dit voilà, je voudrais vous envoyer un mail. Et la petite mairie, c'était il y a une quinzaine d'années, la petite mairie disait ah ben j'ai pas de mail. Et donc, en tant que vieux préfet, il se moquait d'eux, quoi. Il dit, vous n'avez pas de mail, mais comment c'est possible, vous n'avez pas de mail? Et donc là, ça va être ça, c'est-à-dire comment ça, vous n'avez pas d'agenda partagé, mais comment ça, vous n'accédez pas au marché public en ligne? Vous n'avez pas de cloud? Comment? Voilà, vous n'avez pas un cloud, voilà, etc. Et donc ça se voit. Et du coup, il y a une course à l'innovation pour montrer qu'on est dedans, mais plus on se met dedans, et plus on perturbe notre organisation. Et donc c'est une espèce de course à l'échalote, quelque chose d'un petit peu cyclique. Et donc, l'habitude qu'ont les entreprises, c'est de faire appel à un regard extérieur, et on appelle ça plutôt des consultants et non pas des médiateurs numériques. Effectivement. Mais oui, il y a un gros enjeu d'image, en fait, pour les entreprises. C'est important de montrer qu'on est moderne. Enfin, c'est la nouvelle manière de montrer qu'on est moderne. Alors, je voudrais juste, pour la discussion, ouvrir un peu plus sur
non pas ce qui se passe à l'intérieur des entreprises, mais plutôt les transformations du travail liées au numérique à l'extérieur, c'est-à-dire la multiplication des travailleurs indépendants, donc ce qu'on appelle beaucoup l'ubérisation. Sur ces questions-là, comment les médiateurs numériques peuvent jouer un rôle pour faire comprendre ces mutations en fait, à la population. Je voulais aussi m'adresser à Stéphane. Est-ce que les politiques ont un rôle à jouer, voilà, en exprimant une position, bien sûr, mais à ce niveau-là? Ils devraient avoir un rôle à jouer, au moins un regard, une parole. Un rôle, finalement, peut-être que les acteurs sont en capacité de s'organiser. Mais ça pose la question, c'est est-ce qu'une succession d'individus, donc par exemple des auto-entrepreneurs, fait un groupe? Parce que les politiques, c'est un peu ce que je disais ce matin, les politiques ont souvent l'habitude de s'adresser à un représentant d'un groupe. Mais est-ce que voilà, l'ensemble des auto-entrepreneurs ou l'ensemble des startups, est-ce qu'on va pouvoir parler à une structure qui va tous les représenter? Ça, c'est pas certain. Et est-ce que la succession des auto-entrepreneurs fait vraiment groupe? Alors que oui, potentiellement, alors ils sont dans une situation à l'origine un peu de concurrence. Ils peuvent le faire. Après tout, on a la Fédération nationale des opérateurs de télécom. Donc, on sait très bien que c'est une guerre absolument sanglante entre les différents opérateurs de télécom. Mais au sein de cette fédération, ils sont capables de parler d'une seule voix. Quand leurs enjeux fondamentaux voilà, sont concernés, ils savent parler d'une seule voix. Et donc voilà, ça répond en partie à votre question. C'est les politiques veulent avoir un interlocuteur. Parler à la multitude, c'est trop complexe et ça ne fait pas partie de leur structuration. Quand on reparle de systèmes pyramidaux, qui datent de la fin, grosso modo, de la Révolution française, très très descendante, très structurant, on n'a pas l'habitude de s'adresser à la foule. Lorsque l'on travaille avec les habitants, on va travailler au sein du conseil de quartier et des représentants du conseil de quartier. On ne va pas parler à l'ensemble de la foule. Oui, bien sûr. Et c'est aussi dans l'intérêt en fait, des travailleurs indépendants de constituer des collectifs pour défendre leurs droits, finalement. Bien sûr. Donc, une remise en cause on est dans une phase de transition où on a des systèmes ou horizontaux ou peer-to-peer qui s'auto-organisent, qui vivent, etc. Mais aussi un système hérité de plusieurs siècles qui est très pyramidal. Et donc, dans cette phase de transition-là, il faut qu'on ait un petit peu les deux. Voilà. Il faut comprendre, même si parfois c'est difficile pour un certain nombre d'opérateurs, notamment du numérique, ce qu'on appelle des full players dans le champ du numérique, parfois ils ont du mal à comprendre ce système pyramidal. Ben oui, mais il faut aussi le comprendre. Il existe, il est là depuis longtemps, et avant qu'il disparaisse ou qu'il s'assimile dans un système peer-to-peer ou horizontal, il va se passer un certain temps. Oui, Emmanuel. Et alors, peut-être aussi tu pourras compléter un peu, Mickaël, là-dessus, c'est sur réinscrire vraiment le numérique dans un contexte, c'est-à-dire dans une tranche socio-historique, on va dire, particulière. C'est pas né à n'importe quel moment, ça a son histoire. Et donc, comprendre ces mutations-là, histoire de ne pas faire un focus sur la technologie uniquement, c'est aussi, et je pense que ça répondra aussi un peu à la question, voir dans quoi on s'inscrit. On appelle notre époque une époque néolibérale, par exemple. Qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme ? Donc, qu'est-ce que ça fait aussi dans le rapport avec le numérique ? On est dans des grosses questions écologiques. Qu'est-ce que ça fait dans le rapport avec le numérique aussi ? On est à la fois dans la fin du socialisme réel, la fin donc d'une vision aussi binaire parfois du monde. On est dans une période de terrorisme derrière. Qu'est-ce que ça fait dans le rapport avec le numérique ? Et toutes ces questions-là sont à mettre en corrélation pour pas tomber dans un piège, mais que Mickaël peut expliquer bien mieux que moi, de technocentrisme, c'est-à-dire le numérique est là, donc il nous fait des choses. Et en fait, non, c'est l'usage qu'on en fait dans un contexte socio-historique particulier. Et donc, l'importance aussi, pour nous, je pense, c'est de passer du temps à réhistoriser les médias, et notamment tout ce qui tourne autour du numérique, pour dire dans quoi ça s'inscrit, quand c'est né, avec quelles racines. Je pense que, Mickaël, tu aurais plus à dire encore. Oui, c'est ça. En fait, le numérique, finalement, est aussi calqué sur l'époque dans laquelle il est né. Et quand on parle de néolibéralisme, évidemment, il y a le développement de certains systèmes du type Uber, etc. Ça ne vient pas que du numérique, ça vient du contexte global. Oui, tout à fait. Enfin, le numérique, de toute façon, il vient se poser sur un contexte social, donc sans forcément défendre l'ubérisation. Je pense que c'est quand même, ou Blablacar, tout ça, ça a le mérite quand même de réinterroger
des entreprises qui ont quand même le monopole depuis quelques années, qui font payer un Rennes-Paris 70 €. Et bon, sans forcément défendre en tout cas toutes ces actions-là, je pense que ça permet quand même de réinterroger un certain nombre de choses. Et puis pour moi, ça questionne quand même, c'est juste des enjeux de société, enfin sociétaux, quoi. C'est quel projet de société on veut mettre en place derrière, quoi. Et effectivement, il y a toute la question de l'accompagnement des publics. Les médiateurs numériques en font partie, mais pour moi, il y a aussi les parents, il y a les enseignants, et on voit que les professeurs documentalistes aussi, dans tout ce qui touche à l'éducation aux médias, à l'information, bon, on travaille aussi sur ces questions-là. Donc finalement, tous les éducateurs au sens large ont un rôle à jouer là-dedans, quoi. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en même temps, pour beaucoup d'adultes, des gens qui ont un rôle à jouer par rapport à tout ça, il n'y a pas forcément une conscience très claire de ce qui est en train de se passer, de qu'est-ce que ça induit, cette révolution numérique, et quel changement ça provoque? Je suis pas persuadé. Je suis pas. Ça voudrait dire. Enfin. Pour moi, ça creuserait le fossé vraiment entre les deux, entre les générations, entre des digital natives, on sait très bien de toute façon qu'ils ont un faible niveau de compétences numériques, et puis des parents qui n'y comprendraient rien, alors qu'on sait très bien que quand même tout ce qui touche à la réflexion, aux enjeux numériques et technologiques, même s'ils ne pianotent pas forcément aussi vite que leurs enfants, ont quand même un niveau de réflexion qui est autre, et qui est plus avancé. Ils en entendent parler aussi, et finalement ils ont peut-être une perspective historique plus grande qui leur permet d'avoir une autre vision du problème. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est un cycle. En fait, quand la radio est apparue, elle était désignée comme quelque chose de mal. Après, ça a été la télévision, notamment l'utilisation de la télévision à l'école. Bon, aujourd'hui, c'est Internet avec toutes les représentations un peu fantasmagoriques des fois autour de. Voilà, ça a été le harcèlement au bout à une époque. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais il ne faut pas non plus que le fait divers soit généralisable, quoi. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça, sur le rôle du médiateur numérique face à ces enjeux de société. Est-ce que vous avez aussi un rôle d'accompagnement sur ces questions, Alors, d'explication, quoi? Nous, après de longues réflexions, on s'est dit que notre métier, c'était changer le monde. C'est ça, en fait. Hein. J'ai bon. D'accord. Donc voilà, finalement, tout est dit. Parfait, ça me semble une conclusion parfaite de ces 2 journées et de cette discussion. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'était la dernière.